Que savent vraiment les scientifiques ? Quand et comment savent-ils qu'ils savent ? Quelles sont leurs certitudes ? Mais aussi et surtout leurs incertitudes, leurs interrogations, leurs doutes, qu'est-ce qu'ils en font ? Bonjour, je suis Anne-Laure Ganac, journaliste au Collège des Humanités de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, et vous écoutez un podcast, Are You Sure ? Oui, vous écoutez bien un podcast. Are You Sure, c'est son titre, et c'est la question qui va me guider pour aller à la rencontre de celles et ceux qui font la science à l'EPFL, histoire de prendre le pouls de leurs certitudes et de leurs incertitudes. Bonjour, je m'appelle Klaus Schellenberger, je suis né à Naples il y a 53 ans en arrière. J'ai suivi des études d'ingénieur en microtechnique à l'EPFL et puis j'ai fait un doctorat en optique biomédicale. Après ça, j'ai rejoint l'industrie des équipements médicaux. J'ai occupé plusieurs postes, par exemple celui de vice-président en technologie et innovation dans une entreprise qui faisait à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires. Et après 11 ans, j'ai découvert que les équipements médicaux étaient vendus principalement et à 90% aux États-Unis, au Japon et en Europe. Et j'ai eu un peu un choc qui m'a fait beaucoup réfléchir. J'ai aussi été un peu mal à l'aise avec cette doctrine néolibérale qui était toujours focalisée sur la maximisation du profit pour les actionnaires. Et donc ça a changé ma vie. Bonjour Klaus Schellenberger, merci d'être avec nous pour ce podcast. Et c'est donc avec cette découverte-là que vous avez choisi de fonder Essential Tech, c'est cela ? Oui, c'est ça. Après quelques péripéties, je me suis rendu compte qu'en fait, la raison pour laquelle les pays du Sud et les pays pauvres en particulier n'avaient pas accès à certaines technologies essentielles, comme par exemple les équipements médicaux, c'est parce que souvent, ces technologies ont été pensées pour l'Ouest, donc pour les pays industrialisés. Ils ont été conçus et dessinés et pensés pour ces contextes. L'esprit, c'est un petit peu design it for the West and it will be fine for the rest. Donc, concevez les technologies pour l'Ouest et ça ira très bien pour tous les autres. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas parce que le contexte de ces pays est très, très différent. En m'étant rendu compte de cette situation et du fait qu'il fallait vraiment repenser ces technologies, je me suis approché de l'EPFL et j'ai eu la chance que l'EPFL décide de me donner ma chance, pour dire, de lancer une initiative qui s'appelle Essential Tech et qui vise à rééquilibrer un petit peu ces inégalités d'accès à des technologies vraiment essentielles dans le monde. Avec l'aide de beaucoup de personnes, c'est évidemment pas l'action d'une personne seule. Et Essential Tech a maintenant vraiment 3 missions principales. C'est la science et la technologie au service du développement d'abord, ensuite l'action humanitaire et aussi la promotion de la paix. Et donc Essential Tech a été créé en 2018. Comment, Klaus Schellenberger, avez-vous su que c'était cela qu'il fallait faire ? Je veux dire, vous le compreniez, vous étiez mal à l'aise dans cette industrie, vous l'avez raconté, mais quels sont les signes qui ne trompent pas pour être ainsi sûr de soi ? En fait, je ne sais pas si on est une fois sûr de soi, mais ce dont j'étais absolument certain, c'est que j'étais dans une impression de cul-de-sac. Je ne pouvais plus aligner mes valeurs personnelles avec mon travail, et en particulier avec cette attitude de maximisation du profit à outrance. Et donc, j'avais atteint un point où il fallait un changement, il fallait changer quelque chose. Et j'ai aussi l'impression qu'on a, comme scientifique ou ingénieur, on a cette capacité de changer quelque chose dans le monde et on ne peut pas rester passif. Donc, j'étais plutôt sûr de ce que je ne voulais plus, en fait. Et vous êtes certain que la technologie peut améliorer la vie des gens, y compris dans les pays les plus pauvres ? Alors ça, j'en suis convaincu et je suis un grand fan de lecture d'histoire. Et si on regarde l'histoire du développement, il faut s'imaginer en fait que la population du monde a été uniformément pauvre selon les standards actuels, c'est-à-dire avec une espérance de vie réduite, avec mortalité infantile et maternelle très élevée, etc., uniformément pauvre depuis l'aube de l'humanité jusqu'au début du 19e siècle. Et c'est là que quelque chose de remarquable s'est produit, qui s'appelle la révolution industrielle, qui a été une combinaison entre une invention assez extraordinaire qui était la machine à vapeur et surtout son amélioration par James Watt et un écosystème qui était tout à fait favorable en Grande-Bretagne et donc qui a permis à ce pays de décoller en termes de qualité de vie.
Il faut s'imaginer qu'un paysan qui vivait dans l'Empire romain au début du premier millénaire et un paysan qui vivait dans la campagne en Grande-Bretagne 15 siècles plus tard avait les mêmes conditions de vie à peu près. Donc à partir de ce moment-là, tout a changé puisqu'on est passé de 84% de personnes sous le seuil de pauvreté à moins de 10% juste avant le Covid. Et c'est en partie lié à cette amélioration technologique et à ces inventions qui ont été faites à ce moment-là. Ce qu'il faut quand même se rappeler, c'est que c'est venu avec un prix. On a payé un prix, évidemment. Le premier étant les dommages que ça a créés à l'environnement et le second étant les effets d'impérialisme. On sait que la Grande-Bretagne et les autres pays européens ont évidemment utilisé cette nouvelle force qu'ils ont obtenue grâce à l'industrialisation pour imposer leur pouvoir sur une grande partie du monde. Et on voit, quand on pense au continent africain, les grandes indépendances, c'est les années 60, 1960. Les racines de la pauvreté dans beaucoup de ces pays, c'est l'impérialisme. Et donc, on a les deux faces de la médaille. D'un côté, ça donne une chance extraordinaire pour le développement. Et d'un autre côté, ça pose évidemment aussi des problèmes avec lesquels on doit se battre. Et je pense que comme scientifique, on peut développer des solutions qui, d'un côté, améliorent la situation des personnes atteintes de pauvreté ou des personnes en situation vulnérable, et en même temps le faire d'une façon qui soit respectueuse de l'environnement, qui ne détruise pas le futur, comme on le dit, dans le développement durable. Comment être sûr, Klaus Schellenberger, de ne pas sombrer dans ce que l'essayiste bélarusse Evgeny Brozov appelle le solutionnisme technologique, c'est-à-dire cette manière de penser que tous les problèmes peuvent être résolus par la technologie en ignorant de fait tous les aspects politiques, économiques et sociaux? Alors, je pense que c'est précisément une des spécificités de notre centre. On est absolument convaincu que pour qu'une solution durable puisse être trouvée, elle doit être adaptée au contexte et aux besoins des personnes qui vivent dans des pays vulnérables. Et donc, ce contexte, il est beaucoup plus complexe que juste se poser la question au niveau de l'ingénierie. Je pense que c'est effectivement ce message-là qu'il faut souvent donner au sein d'une école comme la nôtre. On a un peu tendance à voir toutes les solutions sous l'angle de la technologie, mais en réalité, il faut intégrer l'information qui est relative au contexte et le faire de façon absolument inclusive. Et c'est pour ça que les 3 piliers de notre centre sont d'abord la coopération. On doit absolument coopérer avec les acteurs dans les pays concernés parce qu'eux, ils savent effectivement, puisqu'ils le vivent tous les jours, quels sont les problèmes auxquels ils ont à faire face et quelles sont les spécificités du milieu dans lequel ils vivent. Et le deuxième, c'est aussi de réaliser que les problèmes sont toujours beaucoup plus complexes que simplement quelque chose qu'on peut résoudre avec de l'ingénierie. Il faut absolument faire appel à bien d'autres disciplines, qui seraient par exemple l'anthropologie, par exemple le design, le marketing, l'interdisciplinarité, absolument clé dans le but de trouver des solutions pour ces contextes. Et enfin, si on veut avoir un impact durable, il faut aussi imaginer avoir des solutions qui finalement s'autofinancent. Et c'est pour ça que notre 3e pilier, c'est l'entrepreneuriat. On veut absolument aller jusqu'à créer une solution qui puisse avoir un impact concret sur le terrain. Et donc, ces 3 piliers, coopération, interdisciplinarité et entrepreneuriat, c'est ce qui nous guide tous les jours. Et on voit bien que là-dedans, on ne peut pas mettre que l'ingénierie ou de la technologie. Ça ne fonctionne pas. Et il y a beaucoup d'humains, donc. Il y a beaucoup d'humains, absolument. Et c'est peut-être ça qui me fascine le plus. Bien sûr, j'ai fait un doctorat, donc j'ai dû me focaliser sur la technologie, mais finalement, ce qui m'intéresse le plus, c'est la complexité de l'humain et puis des cultures aussi. Qui dit complexité de l'humain dit beaucoup d'incertitudes, donc aussi, dans votre travail. Oui, moi je vois tous les projets. Un projet, c'est un processus de réduction des incertitudes. On commence avec un besoin non assouvi, comme on dit, un unmet need, c'est-à-dire on se rend compte qu'il y a un manque d'une certaine technologie ou un besoin pour quelque chose de particulier. Prenez un exemple, peut-être. Par exemple, l'accès à la radiologie. Si vous regardez l'imagerie médicale, Konrad Röntgen a inventé la radiologie en décembre 1895. Et on est maintenant 126 ans plus tard, on a toujours 2/3 de l'humanité qui n'a pas accès à la radiologie. C'est vraiment absolument essentiel de considérer les autres éléments que l'invention. L'invention, elle seule, elle ne suffit pas. Il faut aller beaucoup plus loin et il faut comprendre pourquoi cette technologie ne s'est pas déployée en fait, dans le reste du monde. Pour comprendre ça, on a besoin de lever un tas d'incertitudes. C'est vraiment ça la question. Comment est-ce qu'on peut réduire l'incertitude
autour de l'accès à la radiologie. Le meilleur moyen, encore une fois, c'est d'aller sur terrain, de coopérer avec des acteurs dans les pays concernés, co-développer des solutions avec eux, parce que c'est ensemble qu'on développe des solutions, c'est pas tout seul dans notre labo. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des certitudes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer dans ce travail ? Eh ben, la certitude sur laquelle je m'appuierai dans tous les projets, dans tous les cas qu'on rencontre, c'est le besoin. Donc on doit partir du besoin des individus, des besoins des populations concernées, parce que vous allez dans un hôpital dans les pays du Sud, il n'y a pas d'oxygène, par exemple. Donc vous imaginez, vous avez 20% de la mortalité infantile, donc il y a toujours 1 million d'enfants qui meurent chaque année parce qu'ils n'ont pas accès à l'oxygène en particulier, parce qu'ils sont atteints de pneumonie. Et là, on ne parle même pas du Covid. Le besoin, il est là. Quand on voit le besoin, on part du besoin. Et là, j'ai une certitude. Je sais que je dois résoudre ce problème-là. Mais après, comment le faire? Là, c'est un domaine d'incertitude qu'on essaie de réduire en progressant avec le projet et puis avec nos partenaires dans les pays concernés, mais aussi avec les partenaires de différentes disciplines. Oui, parce qu'il ne suffit pas d'arriver avec des bouteilles d'oxygène sur place. C'est ça. Évidemment, les bouteilles d'oxygène, ça pose un tas de problèmes parce qu'il y a des problèmes de logistique, il y a des problèmes de coûts, il y a des problèmes simplement d'accès à la production d'oxygène, etc. Donc, c'est des problématiques très complexes. Et d'ailleurs, c'est un des projets sur lesquels on travaille actuellement. Est-ce qu'il vous arrive de vous demander, Klaus Schonenberger, si ce que vous faites est vraiment utile et efficace? Oui. Alors bon, ce qui est clair, c'est que ce n'est pas des solutions à court terme. On n'a jamais de solution à court terme. Il faut être conscient que si on veut résoudre un problème comme celui de la radiologie, qui a quand même 126 ans aujourd'hui, on ne va pas pouvoir le faire en 6 mois. Donc, le côté un peu frustrant, c'est de se dire, voilà, je démarre quelque chose et c'est peut-être dans 5 ans, dans 7 ans, dans 10 ans qu'on va avoir de l'impact. Et même, va-t-on vraiment avoir de l'impact à grande échelle? C'est le grand défi auquel je pense qu'il faut s'attaquer avec beaucoup d'optimisme, en se disant peut-être c'est pas moi qui vais y arriver ou nous qui allons y arriver, parce qu'évidemment c'est une équipe, mais peut-être que quelqu'un construira sur ce qu'on a fait pour y arriver. Et je pense que c'est que comme ça qu'on peut faire avancer les choses. Qu'est-ce qui vous aide à continuer justement d'y croire? Est-ce qu'il y a des lectures qui vous accompagnent, des penseurs qui sont vos soutiens? Alors, il y en a plein. Hein. Je lis beaucoup, j'aime beaucoup la lecture. Et ce qui m'a fait changer en fait ma voix, c'est la lecture d'un livre qui s'appelait The End of Poverty de Jeffrey Sachs, qui est controversé, hein, mais il a quelque chose qui me convient bien, c'est cet optimisme, c'est de se dire c'est possible. Et je repense toujours à ça, je me dis toujours, si ça a été possible pour les pays industrialisés, s'ils ont pu sortir de cette extrême pauvreté, pourquoi ce ne serait pas possible pour les autres? Il y a un autre livre qui m'intéresse beaucoup actuellement, c'est un livre de Thomas Piketty qui s'appelle « Capitalisme et idéologie ». Et je trouve très intéressant de voir comment on a essayé de justifier les inégalités par des idéologies. Je trouve ça assez incroyable. Et donc finalement, j'ai l'impression que tout est dans la volonté de l'homme. Ce n'est pas une fatalité d'avoir des gens pauvres, c'est une question de choix qu'on fait. Et c'est aussi des choix individuels. Donc nous, en tant qu'individus, on peut changer quelque chose. Ça, j'en suis absolument convaincu. Quand je relis ces auteurs-là, ou j'en lis quelques autres, c'est l'optimisme qui ressort. Et c'est ça qui me fait avancer. Est-ce que vous diriez, Klaus Schonenberger, que votre carrière vous a rendu plus sûr de vous-même, ou au contraire, elle a fait grandir des doutes? Non, je ne pense pas qu'elle m'a rendu plus sûr de moi-même. Je pense qu'elle m'a permis d'être à l'aise avec un certain niveau d'incertitude. Donc il y a une sérénité de se dire, c'est pas grave si on ne sait pas. L'important, c'est de chercher finalement. Et c'est ça qui est aussi, à mon sens, la beauté d'être dans une école comme les PFL. Je vois d'ailleurs, j'ai un immense plaisir de travailler avec les étudiants. Dans mon cours de Development Engineering que je donne avec Sylvia Hostetler, là, on a toujours le plaisir de voir que les étudiants arrivent avec un besoin de certitude. Je trouve ça très intéressant. Ils arrivent avec tout ce bagage mathématique et tout ça. Et puis, on leur parle de développement et on se rend compte qu'on n'est jamais sûr parce que c'est très complexe, c'est lié à l'humain. L'humain, il est très complexe et c'est vraiment ça qui est beau finalement. Et ils se rendent compte qu'il n'y a pas de réponse bonne ou mauvaise, il y a la meilleure du moment. Et on avance avec ça et on essaye de trouver, de construire quelque chose, toujours en prenant la meilleure réponse du moment présent. Et je trouve ça fascinant de voir dans leurs yeux que, ok, bon, c'est pas juste ou faux, c'est pas binaire. On doit essayer de comprendre mieux. Vous-même, quand vous êtes sorti jeune diplômé de l'EPFL, qu'est-ce que vous attendiez des sciences?
d'avoir un impact. Je voulais vraiment que la science ait un impact sur l'humanité, sur l'humain. Et je me suis rendu compte, en fait, il y a une course en avant, c'est-à-dire une précipitation pour pousser toujours plus loin les connaissances dans certains domaines. Donc, on devient extrêmement spécialisé. Et quelque part, on oublie un petit peu de rendre accessible ce qu'on a déjà développé. Et c'est ça aussi que je trouve fascinant, c'est qu'on peut faire les deux. C'est-à-dire on peut pousser toujours plus loin les connaissances dans les domaines et en même temps, on doit se préoccuper de rendre disponible ce qu'on a déjà fait. Et c'est une responsabilité aussi des scientifiques et des experts de se dire je ne vais pas m'arrêter à une publication, je vais me préoccuper de comment cette invention va être réellement mise au service de la communauté. Et ça, c'est là où moi j'essaye d'aider. J'essaie d'aider mes collègues scientifiques et on travaille toujours avec les labos de l'EPFL. Donc, dans chaque projet, il y a des labos de l'EPFL et on essaie de travailler ensemble. Moi, je peux essayer d'aider un petit peu pour cet impact sur l'humain, alors que le scientifique peut se focaliser sur ce qui fait le mieux, c'est-à-dire vraiment faire de la recherche de pointe dans son domaine. À vous entendre, on vous sent très sûr de vous, convaincu de la force, de la possibilité d'avancer dans cette direction. Quel est tout de même aujourd'hui votre plus grand doute ? Mon plus grand doute, ce serait d'être une goutte d'eau dans l'océan. C'est-à-dire, les idées qu'on a, je ne dis pas qu'elles sont justes, je ne sais pas si elles sont justes en fin de compte. Donc là, il y a effectivement un doute, parce qu'on a développé toute une méthodologie qu'on est en train de publier, qui est dans un MOOC. Donc on a essayé de rendre vraiment accessible cette nouvelle méthodologie qu'on a mise sur pied. Et la seule façon de progresser, c'est que d'autres l'utilisent. Et j'ai l'impression que malheureusement, dans beaucoup d'autres universités, cette préoccupation n'est pas là. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte du rôle et de l'importance de la recherche et de la science pour le développement, pour l'action humanitaire et pour la promotion de la paix. On n'a pas assez pris conscience de ce rôle et de cette importance. Donc, s'il y a quelque chose qui m'inquiète, c'est que tout ça soit une goutte d'eau et que ça ne finisse sur rien. Mais ça, c'est quelques moments où je me fais quelques soucis. En général, je suis très optimiste, donc je crois que ça va le faire. Merci beaucoup, Klaus Schonenberger. Avec plaisir. C'était Klaus Schonenberger, ingénieur, directeur d'Essential Tech à l'EPFL. Prochain épisode de votre podcast Are You Sure ? Nous serons en compagnie de Paola Vigano, elle est directrice du laboratoire d'urbanisme à l'EPFL. On parlera avec elle évidemment certitude et incertitude.